Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité crypto. Aujourd'hui, on va parler d'Argentine, on va parler des États-Unis, on va parler des banques, on va parler même de Google qui se lance dans le marché des stablecoins. Allez, c'est parti. Donc, on démarre par cette actualité qui vient d'Amsterdam. Donc, la société Amdax. Amdax, c'est une plateforme qui permet d'investir en crypto, qui est néerlandaise, donc elle est aux Pays-Bas, qui prépare l'introduction d'une société Bitcoin, donc une Bitcoin Treasury Company sur Euronext. Donc, on peut lire ici dans ce poste de Parlons Finance, le fournisseur crypto néerlandais Amdax va lancer AMBTS, euh, Amsterdam Bitcoin Treasury Strategy, une société dédiée à l'accumulation de Bitcoin avec une introduction prévue sur Euronext Amsterdam. Donc, l'intérêt, en tout cas pour les Européens, c'est qu'une telle compagnie pourra s'acheter, en tout cas pour les Français, pourra s'acheter via le PEA. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le CEO indique que plus de 10% de l'offre de Bitcoin est déjà dans la main des entreprises, donc gouvernements, institutions. Donc, c'est un moyen pour eux aussi de faire en sorte que les Pays-Bas ne restent pas en retrait de ce type de stratégie. En tout cas, ils ont une ambition long terme qui est assez claire et en tout cas, c'est très ambitieux. Ils souhaitent posséder au moins 1% de l'offre totale de Bitcoin. Donc, en parlant de course des institutions et des pays, eh bien, Journal du Coin annonçait que selon des données on-chain, le gouvernement des Émirats Arabes Unis détient environ 6300 BTC, ce qui représente 740 millions de dollars à travers Citadel Mining, une société publique spécialisée dans le minage. En tout cas, comme je le répète très souvent sur cette chaîne, les entreprises, les pays, les institutions financières ont commencé à comprendre que Bitcoin était un actif qui était là pour durer, donc beaucoup investissent là-dessus, que ce soit via des proxys euh, comme le fait la Banque centrale tchèque en achetant des actions Coinbase, ou alors directement via le minage ou en achetant des bitcoins via des ETF. Donc en tout cas, on sent qu'il y a une frénésie et à la fin de la vidéo, je vais vous partager quelques statistiques sur le sujet. Autre pays qui se lance dans la course, en tout cas qui envisage de le faire, eh bien c'est là. Je vais augmenter un peu l'écran. Voilà, on voit mieux. Hop, hop. Donc, autre pays qui se lance dans la course, c'est les Philippines. En tout cas, un congressman, donc c'est à peu près l'équivalent d'un député, a posé une proposition pour, en tout cas, proposer que les Philippines acquièrent une réserve de 10 000 bitcoins, ce qui représenterait un peu plus d'1 milliard, dont l'objectif est de garantir la stabilité et de se protéger contre la dette. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les pays se lancent dans cette course-là et les Philippines, en tout cas en Asie, ça bouge beaucoup. Donc, c'est pas étonnant que la Philippine aussi commence à avoir des propositions dans ce sens. Donc là, on part en Amérique du Sud et cette fois, c'est Buenos Aires. Donc cette fois, c'est pas un pays ou une institution, mais c'est une ville. Ce qui est très intéressant comme cas, je trouve. Donc à Buenos Aires, Bitcoin est accepté pour payer les taxes et les services administratifs. Donc ça, c'est énorme. Il y a également en Suisse plusieurs cantons où c'est possible. La ville de Lugano, par exemple, en est un exemple euh, récent, donc qui accepte que les concitoyens payent leurs taxes en Bitcoin et ils utilisent aussi cette monnaie pour les services administratifs. Donc, on va lire ici ce que nous dit le maire de Buenos Aires. L'objectif est que la ville devienne un leader mondial dans le domaine des crypto-monnaies. Nous disposons déjà du capital humain nécessaire et nous sommes en train de mettre en place les outils nécessaires en réduisant la bureaucratie afin de faciliter la conformité fiscale des contribuables et soutenir l'arrivée de nouvelles entreprises qui s'installent ici. Donc, l'enjeu, il est souvent double. Quand une institution, enfin en tout cas un pays ou une ville se lance dans l'adoption du Bitcoin, c'est déjà dans un premier temps de pouvoir profiter de la manne des personnes qui ont fait des gains en Bitcoin, donc de permettre par exemple aux commerçants d'accepter les paiements en Bitcoin et d'attirer une nouvelle clientèle, mais c'est aussi dans l'objectif, eh bien, d'attirer des capitaux étrangers, donc de redynamiser
l'économie de la ville ou du pays en attirant des capitaux étrangers à travers des entreprises crypto qui pourraient s'installer dans le pays. La dernière en date, c'était la Thaïlande qui a proposé, qui a mis en place un cadre réglementaire pour simplifier, en tout cas pour carrément même exonérer d'impôts les entreprises crypto jusqu'en 2029. Donc ce genre de mesure est souvent prise justement pour attirer des entreprises dans le pays ou dans la ville. Donc en tout cas, bravo au maire de Buenos Aires qui a compris que on n'est pas obligé d'avoir des actions étatiques, on n'est pas obligé d'attendre l'autorisation du gouvernement, mais à l'échelle de la ville, un maire, des élus locaux peuvent très bien déjà prendre le pli, à minima se renseigner sur ce sujet pour avoir des politiques à l'échelle de la ville pour aider les commerçants à accepter les paiements en crypto, comme l'a fait le maire de Cannes, et aller plus loin en proposant des facilités comme celles proposées ici à Buenos Aires, donc paiement des taxes ou alors une fiscalité un peu plus intéressante pour les entreprises crypto afin de les attirer dans le secteur. En tout cas, bravo à eux. Donc cette fois, on revient aux États-Unis. Donc Stéphanie Cabasorias euh, partageait. Cette fois, on revient aux États-Unis. Donc là, c'est Stéphanie Cabosiora qui nous proposait un résumé du rapport de la Maison Blanche sur les cryptoactifs, euh, qui explique que dans ce rapport, enfin en tout cas dans le groupe de travail qui a produit ce rapport, on a vraiment du beau monde. C'est pas un sujet annexe qui est traité sur un coin de table. Le président lui-même est impliqué, mais on a également ses conseillers, des ministres, des secrétaires d'État, des présidents des régulateurs, de la CFTC, de la SEC, donc les organes de régulation des matières premières et des titres financiers aux États-Unis qui sont à la table pour ces discussions. Donc, grosso modo, ce qu'on peut en tirer de ce rapport, comme le disait Stéphanie, en résumé, le gouvernement américain fait des cryptoactifs et de la blockchain un axe stratégique majeur de la politique américaine et un instrument de renforcement de son leadership international, y compris via les entreprises du secteur financier et de la tech US. Et ça, on le voit bien. Je vais partager aussi d'autres news qui vont dans le sens de cette affirmation. Donc, au-delà du groupe de travail, au-delà des autres mesures prises par Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir, on sent bien que les entreprises américaines, qu'elles soient du domaine financier, du paiement ou de la tech, donc les GAFAM, se lancent aussi dans la course, que ce soit au stablecoin ou à la blockchain et même sur Bitcoin. Donc la Fed, donc la banque centrale américaine, va carrément jusqu'à mettre en garde les banques en leur indiquant que s'ils n'adoptent pas la technologie blockchain, eh bien ils sont voués à disparaître. Donc c'est ce qui a été dit lors du symposium blockchain au Wyoming. C'est carrément la vice-présidente de la Fed euh, qui a prévenu les banques sur le fait que la blockchain est là pour rester et qu'il faut faciliter son utilisation, il faut s'y mettre pour sinon le risque c'est de disparaître parce que la finance de demain sera sur cette technologie. Je vais vous lire quelques extraits de son discours. Donc elle indique que les banques et les régulateurs doivent prendre les nouveaux produits et services, comprendre les nouveaux produits et services, adopter les nouvelles technologies dans le secteur financier et traditionnel, dans le secteur financier traditionnel est une nécessité. Donc ça, on le voit, les banques, elles n'auront pas le choix. Elles vont être obligées de s'y mettre et d'ailleurs, elles sont déjà en train de le faire. Elle indique aussi que la blockchain peut transformer la manière dont les affaires sont menées, notamment la façon dont nous prévenons la détection, la fraude, nous prévenons et détectons la fraude, gérons les risques et fournissons un service à la clientèle. Donc, il n'y va pas seulement juste de permettre aux gens d'acheter ou de vendre des cryptos de façon simple ou même d'en accumuler dans une trésorerie. Il en va aussi de la modernisation des infrastructures qui permettent aux banques de fonctionner. Il y a aussi ça, en fait, souvent qui n'est pas assez mis en avant, c'est que la blockchain, certaines crypto-monnaies, Bitcoin, sont des technologies qui vont simplifier, améliorer, optimiser les services bancaires, donc les services financiers. Donc, si les banques ne veulent pas disparaître et se faire distribuer, eh bien, elles sont obligées de, à minima, étudier cette technologie-là et les intégrer. Et on constate qu'il y a un mouvement de fond, que ce soit aux États-Unis, là où c'est très clair et évident. Également en France, il y a des banques comme SG Forge
Crédit Agricole, Crédit Mutuel, le groupe BPCE, qui commencent eux aussi à intégrer le fait que ces technologies-là sont là pour rester et que pour être compétitif demain, il faut s'y intéresser aujourd'hui. Donc, pour continuer sur le discours de la vice-présidente de la Fed, elle disait certaines banques ont exprimé leur inquiétude, mais le système bancaire est en constante évolution et la technologie va le transformer, quelle que soit l'avis des banques et des régulateurs. Donc, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que effectivement, il y a une révolution qui est en cours et ça va faire comme Internet. Ceux qui vont pas prendre le virage, eh bien, ils vont rester sur le carreau. La blockchain peut aider à lutter contre la fraude. Je vois cela comme une opportunité passionnante de collaboration entre l'industrie et la Fed. Donc là, c'est clairement un appel pour indiquer que si l'industrie financière se met sur cette technologie-là, eh bien la Fed sera là pour travailler main dans la main avec eux. Si nous n'adoptons pas cette approche, nous risquons de voir le système bancaire perdre de son importance et les banques jouer un rôle de moins en moins important dans le système financier mondial. Et ça, typiquement, c'est la question de la finance décentralisée, donc la DeFi, qui permet de faire tout ce qu'une banque peut faire, donc conserver son argent, générer du rendement sur son argent, faire des prêts, des emprunts, enfin, toutes ces activités qui sont souvent faites via la banque peuvent se faire aujourd'hui sur la finance décentralisée. Et donc, si les banques ne saisissent pas le virage, eh bien, elles vont tout simplement être de moins en moins impliquées et certaines vont finir par disparaître. En tout cas, celles qui ne prennent pas le pli. Elles l'ont bien compris, donc elles ont je vais encore augmenter l'écran parce que là on voit pas grand-chose. Voilà, donc elles l'ont compris. Hein, donc les grandes banques, comme disait Raphaël Bloch de The Big Whale, les grandes banques veulent accélérer sur la crypto. Elles viennent de le faire savoir. Donc, ça, faut savoir qu'aujourd'hui, les banques ont beaucoup de contraintes pour pouvoir investir en crypto ou bien même y aller à fond. Donc, elles ont envoyé une lettre qui a été adressée au comité de Bâle. Donc, huit associations financières internationales ont demandé une pause dans l'application des normes crypto prévues pour janvier 2026. Donc, le message est clair, comme disait Raphaël, avec les règles aussi strictes, les banques ne pourront pas entrer sur le marché crypto et là, il y va de leur survie. Donc, c'est normal qu'elles alertent les régulateurs pour pouvoir avoir une réglementation qui leur permet, elles aussi, d'aller jouer sur ce terrain parce que c'est là-bas que tout se joue pour l'avenir des paiements, de la finance, de la transaction et même de la monnaie. Donc, c'est normal que les banques soient présentes sur ce secteur. En tout cas, je pense qu'elles ne se laisseront pas faire. En tout cas, pendant que d'un côté, certains demandent des assouplissements réglementaires, il y en a qui commencent, qui ont déjà pris le pas. Donc, il y a quelques semaines de ça, c'était Revolut qui annonçait intégrer le réseau Lightning Network directement dans ses services. Eh bien, le Lightning Network, en résumé, c'est un réseau, une surcouche sur Bitcoin qui permet de faire des transactions de façon beaucoup plus fluide, de façon beaucoup plus rapide et à moindre coût. Donc, la banque SoFi, qui est une banque, une néobanque aussi, un peu comme Revolut, qui a intégré directement le réseau Lightning dans, on va dire, sa tuyauterie de fonctionnement. Donc, elle va permettre, et c'est indiqué ici, voilà, donc on va lire les mots du PDG sur ce sujet. Donc, globalement, avant de lire ça, je vous donne quand même une explication de ce fonctionnement. Donc, les gens vont pouvoir envoyer de l'argent. Aujourd'hui, c'est limité au Mexique, mais l'idée, c'est que ça aille dans d'autres pays. Donc, faire des transferts d'argent entre les États-Unis et le Mexique en utilisant SoFi, eh bien, qui a intégré le Lightning. Donc, Lightning, c'est-à-dire Bitcoin, va servir de rail. Et c'est ce que je dis souvent, que Bitcoin, effectivement, on le voit comme un actif, mais c'est aussi un rail de paiement qui est très puissant. Pourquoi? Parce qu'il est universel, il n'est contrôlé par personne et il coûte moins cher. Donc, on n'a pas besoin d'adhérer aux philosophies qui sous-tendent Bitcoin, mais on peut juste l'utiliser en fait comme technologie, comme rail qui va permettre d'envoyer de l'argent d'un point A à un point B de façon simple, universelle, mais aussi de façon autonome. Donc, du coup, SoFi, ce qu'ils font, c'est que leurs clients vont pour envoyer de l'argent au Mexique, plutôt que de passer par le circuit de transfert classique, eh bien, ça va passer sur le réseau Lightning. Donc, les envois ils seront plus rapides, ils vont coûter moins cher et la surcouche
que rajoute SoFi fait en sorte que les gens puissent l'utiliser sans avoir besoin d'un portefeuille crypto, donc de façon de plus simple. Et moi, je pense que ça va être l'usage qui va revenir beaucoup et que dans quelques années, on va tous utiliser Bitcoin dans notre appli bancaire sans même le savoir. Donc revenons sur les mots du PDG. Donc il disait que la possibilité de transférer rapidement de l'argent à faible coût n'est pas seulement une commodité, c'est une amélioration significative pour nos clients. Donc c'est vraiment ça que permet Bitcoin en intégrant le Lightning Network directement dans l'application SoFi. Nous tirons parti de la technologie blockchain pour leur donner un accès plus rapide et plus performant et plus inclusif à leur argent. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Pour moi, ça résume vraiment tout l'apport, en tout cas technologique de Bitcoin. Bitcoin est un grand optimiseur des paiements et des transferts transfrontaliers et je pense que c'est quelque chose que toute entreprise doit comprendre et se l'approprier pour éviter de payer des frais trop élevés, mais surtout de pouvoir envoyer de l'argent et le recevoir de façon la plus efficace possible. Donc, en tout cas, les géants du paiement et de la tech en général ont compris qu'il y a quelque chose avec les crypto-monnaies, notamment avec les stablecoins et Stripe, qui est l'une des plus grosses gateways de paiement, est en train de mettre une stratégie qui, pour moi, risque de faire très mal si elle aboutit. Sachant que PayPal, l'un de ses concurrents, a déjà montré ses cartes en permettant aux commerçants américains dans un premier temps, mais ça va s'étendre dans le monde entier, d'accepter plus de 100 crypto-monnaies en paiement, donc directement dans PayPal. Donc Stripe commence à assembler les pièces d'un puzzle en fait pour aussi se positionner sur ce secteur. Donc on va voir ici via le post de Raphaël le récapitulatif de leurs actions. Octobre 2024, acquisition de Bridge, donc lancement d'un stablecoin business account dans 101 pays. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir un compte chez Stripe sur lequel vous conservez vos stablecoins. Donc ça, ce qu'ils font là, ils vont directement piocher sur on va dire les plates-bandes des banques. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que si les banques ne se saisissent pas de cette révolution, elles vont disparaître parce que des acteurs tels que Stripe, tels que PayPal, qui vont faire le pas, eh bien eux, imaginez un instant, vous êtes un commerçant, vous recevez vos paiements dans Stripe, vous avez possibilité de garder votre argent comme si c'était un compte bancaire, vos stablecoins, eh bien les gens vont le faire, donc de plus en plus ils vont moins utiliser leur banque. Donc en tout cas, Stripe a acheté Bridge en 2024 et a lancé ce fameux compte stablecoin qui permet de gérer des USDC aussi simplement que si c'était des euros ou du dollar. Ensuite, en juin 2025, ils ont acheté Privy, donc pour intégrer un wallet crypto directement dans Stripe, qui est activable avec un simple email et un login social. Donc vous vous connectez dans Stripe avec votre compte Stripe, vous pouvez directement avoir un wallet crypto qui va vous permettre de recevoir de l'argent. Donc là, clairement, encore une fois, on voit que ils rajoutent une brique qui va leur permettre de se rapprocher de plus en plus des services que peuvent proposer une banque, en tout cas en termes de conservation de l'argent, en utilisant bien évidemment la blockchain et les stablecoins. Août 2024, ils font un partenariat avec Paradigm pour construire leur propre blockchain L1. Alors sur cette partie-là, moi je trouve que s'ils font une blockchain qui est privée, c'est une erreur et qu'il faut mieux avoir une blockchain publique ou voire utiliser celle qui existe déjà parce que les utilisateurs ont déjà l'habitude de les utiliser, donc il n'y a pas besoin d'investir dans quelque chose de cher, à moins qu'ils aient d'autres plans avec cette blockchain. En tout cas, on se rend compte que, comme disait Raphaël, la perspective est claire, passer d'un rôle de prestataire de services PSP qui connecte les banques, acquéreurs, réseau de cartes, à celui d'un réseau de paiement lui-même. Et encore une fois, je le dis souvent, je me répète, désolé, les crypto-monnaies, Bitcoin, les stablecoins et tout ça, ce sont des réseaux de paiement. Et donc Stripe, ils l'ont bien compris et donc ils se pluguent dessus pour pouvoir passer à la vitesse supérieure. Et je pense qu'ils vont frapper très fort si jamais ils aboutissent dans leur stratégie. Donc des paiements directs en clients et commerçants pour faire quoi? Bypasser les banques. Donc ils vont pouvoir peut-être proposer des tarifs moins chers. Donc voilà, moins de frais, plus de vitesse. Donc ça, c'est la rapidité que propose la blockchain et la réduction des frais. De nouveaux modèles sur la blockchain, donc paiement à la seconde, rendement sur trésorerie. Donc ça va être vraiment le next step. Vous recevez vos paiements en stablecoin depuis partout dans le monde grâce à Stripe.
eh bien demain vous pouvez peut-être faire du rendement sur l'argent que vous déposez sur Stripe. Plutôt que ça dorme, bah, ça peut générer 4-5%. Donc à ce moment-là, vous n'allez plus utiliser votre banque. Voilà. Donc en tout cas, les géants américains, comme je disais, ils sont à fond. Google annonce le lancement aussi de sa propre blockchain. Donc l'objectif, c'est de simplifier encore une fois le sujet. Donc désolé, hein, je pense que j'ai répété le mot paiement, je sais pas combien de fois, mais en tout cas, le sujet de fond sur les crypto-monnaies et Bitcoin. Enfin, je vais même limiter parce que crypto-monnaie, ça inclut les mêmes coins, etc. Donc c'est pas le sujet. Mais tout ce qui est stablecoin et Bitcoin, le sujet de fond, pour moi aujourd'hui, c'est les paiements transfrontaliers. C'est ça en fait le vrai game changer. Et les géants de la tech, les entreprises de la finance ont commencé à le comprendre et elles sont en train de se ruer dessus. Donc pour les entreprises, c'est crucial de se positionner aussi, d'avoir un avis, d'étudier au moins le sujet pour voir comment ils peuvent l'intégrer euh, dans leur processus de paiement sans se laisser complètement dépasser par la technologie et être obligé de courir après le train. Donc là, pour moi, si on compare ça à Internet, on est à Internet en 2010, là où on commence à avoir l'arrivée des réseaux sociaux, tout le monde qui tourne la tête en faisant mais qu'est-ce qui se passe moi, pour moi, c'est des trucs d'enfants, des gens qui jouent, alors qu'il y a des gros mastodontes en fait qui se sont positionnés derrière. Aujourd'hui, on voit que toute l'activité commerciale, elle passe par les réseaux sociaux. Vous ne pouvez plus être une entreprise sans avoir une présence sur Internet. Et bien demain, avec les paiements en crypto-monnaie, avec les paiements en stablecoin, en bitcoin, ça va être la même chose. Une entreprise se devra à minima d'avoir une stratégie sur le sujet, sinon elle est vouée à passer à côté de la plus grosse révolution qui, on va dire, pour moi, peut rivaliser avec la révolution de l'intelligence artificielle. Donc Google, ils le disent ici hein, sur une page directement, là c'est sur le site de Google, que les stablecoins ont connu une croissance remarquable en 2024 avec un volume de transactions multiplié par 3 pour atteindre 5 000 milliards de transactions organiques et 30 000 milliards de dollars au total. Ces données viennent de Visa et d'Artemis. À titre de comparaison, le volume annuel des transactions sur PayPal, c'est d'environ 1600 milliards, donc on comprend tout de suite le game, et celui de Visa est de 13 000 milliards. Donc, les stablecoins ont carrément, euh, même si on associe Visa plus PayPal, les stablecoins sont au-dessus. Donc, on a vraiment quelque chose qui est en train de se passer et on a vraiment l'avenir en fait de la monnaie, l'avenir des transactions financières qui se passent là-bas. L'offre des stablecoins indexés sur le dollar américain représente plus de 1% de l'offre monétaire totale. Cette hausse démontre clairement que les stablecoins ont trouvé leur place sur le marché. Donc Google ne veut pas rester en reste, donc il propose de créer une infrastructure qui va permettre de simplifier la mise en œuvre des stablecoins. Mais moi je reste convaincu qu'une blockchain, une bonne blockchain, c'est une blockchain publique. Il y a déjà Ethereum, par exemple, qui fait très bien ce travail. Donc, je pense que ce type d'initiative pourrait être à double tranchant. Le fait d'avoir une blockchain centralisée. Donc, j'en profite aussi pour faire un warning. Hein. Donc, les stablecoins n'ont rien à voir avec Bitcoin. Bitcoin, c'est un actif qui est décentralisé, qui n'est contrôlé par personne, qui n'a pas tous ses serveurs sur du Google, du Amazon, etc. C'est vraiment reparti à travers le monde. Les stablecoins, bien qu'intéressants et bien qu'ils fluidifient, simplifient, optimisent les transactions internationales et les paiements, eh bien, ils restent centralisés parce qu'ils sont contrôlés par certains acteurs. Là où Bitcoin est un peu différent. Donc, pour une entreprise qui veut utiliser ce type d'actifs, eh bien, elle se doit de mener une réflexion pour voir comment elle gère son allocation entre les stablecoins, Bitcoin, quand elle doit utiliser l'un ou l'autre. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des points que je travaille avec mes clients lorsque je les accompagne. Donc, en parlant de blockchain privé-public, et donc la PCE, selon le Financial Times, envisagerait de lancer son euro numérique sur des blockchains publics comme Ethereum ou Solana. Donc là, je vais pas trop m'étendre sur cette actualité parce que j'ai fait un post dessus il y a pas très longtemps. Pour moi, là, ça ressemble un peu à un changement de stratégie et un tâtonnement où on comprend pas trop ce qu'ils veulent faire parce que au départ, l'objectif c'était d'être souverain des Américains. Et là, on cite un projet Solana qui est très fortement concentré aux États-Unis, Ethereum aussi. Donc, on comprend pas trop où veut en venir la BCE. Surtout que ce qu'ils proposent aujourd'hui, c'est même pas de proposer quelque chose qui est comme la mécanique des stablecoins.
où on aurait un stablecoin euro qui permettrait à ceux qui l'utilisent d'acheter in fine de la dette des pays européens. On a juste un jeton qui serait émis sur une blockchain euh, publique comme Ethereum ou Solana. Donc, on ne sait pas trop où la BCE va sur ce sujet-là. En tout cas, euh, ils avancent et on verra ce que va donner l'euro numérique, même si pour moi, je pense que c'est pas quelque chose qui va forcément aboutir. Donc, au sujet de l'adoption, donc je vous disais en début de vidéo que l'adoption, elle est en marche. Il y a beaucoup d'institutions qui s'exposent au Bitcoin. Et donc, Bloomberg partageait des chiffres comme quoi c'est les conseillers en investissement américains qui sont aujourd'hui les plus gros détenteurs de Bitcoin. Donc, le Bitcoin, ils le détiennent via des ETF. Donc, ils ont près de 17 milliards de dollars investis, donc soit en 160 000 Bitcoins à peu près. Ensuite, il y a d'autres acteurs institutionnels comme les hedge funds qui arrivent en deuxième position et bien les sociétés de courtage également. Donc au total, si on comptabilise tout ce que les institutions détiennent, on a presque 33 milliards de dollars qui sont exposés au Bitcoin via les ETF, soit 300 000 Bitcoins. Donc le plus important à noter là-dedans, c'est quand même qu'il y a une croissance. Donc c'est ce que relaye ici ce poste. Donc surtout la croissance nette représente près de 57 000 bitcoins en plus. Donc on voit que les acquisitions de bitcoin augmentent. Donc en conclusion, l'adoption institutionnelle de bitcoin est là. C'est ce que je vous répète tout le temps et que les institutions l'adoptent de plusieurs façons. Donc soit en faisant une allocation dans leur portefeuille comme réserve de valeur, soit comme outil de paiement. Donc récemment, c'était une compagnie des Émirats Arabes Unis qui annonçait qu'ils acceptaient maintenant les paiements en Bitcoin sur tous leurs trajets. Il y a des hôtels, des grands hôtels qui l'acceptent. Donc dans le luxe, le tourisme, tout ce qui est voyage, on n'en parle pas. Il y a beaucoup d'entreprises qui acceptent les paiements en Bitcoin et en crypto-monnaie. PayPal, je vous citais tout à l'heure, Stripe, etc. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs types d'adoption. Il y a l'adoption en réserve de valeur, en moyen de paiement, en outil de transfert transfrontalier, mais également comme outil de réserve. Voilà. Eh bien, en parlant de réserve, Air Canada a un fonds de pension donc qui a révélé détenir pour 161 millions de bitcoins. Donc c'est ça, hein, les grandes entreprises, les fonds de pension, eh bien ils adoptent Bitcoin comme une allocation, comme un investissement pour le futur, et les pays font pareil. Donc ils l'adoptent aussi comme réserve de valeur, au même titre que certains adoptent l'or. Eh bien il y a des gens qui font de l'allocation en Bitcoin. Et la semaine dernière, je vous indiquais que Harvard aussi avait révélé, je crois, on était dans les mêmes eaux, en tout cas une centaine de millions de bitcoins en allocation, et on a de plus en plus d'entreprises qui le font, comme j'ai indiqué au début de la vidéo avec l'entreprise Amdax qui souhaite acquérir presque 1% de la supply de bitcoin. Et pour terminer cette vidéo, comme toujours, je partage une entreprise qui accepte les paiements crypto. Donc cette fois-ci, c'est Volkswagen Singapour qui accepte en partenariat avec FumoPay les crypto-monnaies en paiement pour les véhicules et les services. Donc, en tout cas, les entreprises y vont, les pays y vont. Il y a beaucoup d'actualités, ça bouge en ce moment, notamment aussi au sujet des stablecoins. Et moi, de mon point de vue, quand on parle de paiement, quand on parle d'outils en entreprise, c'est vraiment Bitcoin, les stablecoins et peut-être même de l'Ethereum parce qu'il y a des entreprises aussi qui commencent à accumuler de l'Ethereum en trésorerie, mais on ne parle absolument pas de crypto-monnaies comme les mêmes coins ou tout ça. Les entreprises, elles vont sur des actifs solides qui ont démontré leur valeur, leur résilience à travers le temps, mais aussi des technologies, parce que comme on l'a vu avec l'entreprise SoFi, eh bien eux, ils utilisent la technologie blockchain, la technologie Bitcoin plus précisément pour optimiser leurs services et proposer des meilleurs services à leurs clients. Donc, si ça vous intéresse de voir comment Bitcoin, comment les crypto-monnaies, comment les stablecoins peuvent intégrer votre entreprise, je vous mets en description le lien d'une formation gratuite et vous pouvez également me contacter directement pour en discuter, pour voir comment je peux accompagner votre entreprise à saisir cette opportunité et à ne pas rater le train de cette révolution qui est en marche. Ciao!